pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Depuis 6 mois, l'obstination de M. Emmanuel Macron à ignorer le désaveu électoral dont il a été l'objet provoque une situation de blocage politique et d'instabilité ministérielle. Pour se maintenir au pouvoir, il cherche à créer une coalition de troisième force allant de la droite au centre-gauche. En choisissant M. François Bayrou comme Premier ministre, le président français tire-t-il sa dernière cartouche ? Fin de règne chaotique pour le président français, par Serge Halimi. Le Monde diplomatique, janvier 2025, lu par Anne Langlais. Le 11 septembre dernier, M. Emmanuel Macron rappelait un principe élémentaire devant le Conseil d'État. Le peuple aujourd'hui souverain s'exprime par le suffrage qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. 2 mois plus tôt, le président de la République avait été sèchement désavoué par les Français lors de 2 scrutins successifs, les élections européennes puis les législatives. Promettait-il donc en septembre au peuple souverain de s'amender ? Une telle sagesse est sans doute au-dessus de ses forces. Le 12 décembre, après avoir vainement tenté de propulser à Matignon l'une de ses doublures, M. Macron y a nommé l'homme politique M. François Bayrou, qui, en se ralliant à sa candidature en 2017, a puissamment contribué à son élection à l'Élysée. M. Bayrou a ensuite endossé chacune de ces réformes, y compris la plus honnie par les Français, le relèvement de l'âge de la retraite. En somme, tout bouge, mais rien ne change. Les institutions de la Ve République sont ainsi faites que même un président détesté, celui-ci l'est assurément, conserve 3 cartes maîtresses. Le choix du Premier ministre, la dissolution de l'Assemblée nationale et la date de son départ. M. Macron use et abuse de ses atouts. Il cherche ainsi à préserver les 2 éléments de son bilan dont il paraît très fier. La politique de l'offre, c'est-à-dire la baisse des impôts destinés à sa clientèle aisée, souvent âgée, et la marche vers une Europe de plus en plus militarisée. L'actuelle composition de l'Assemblée nationale, où ses partisans sont très minoritaires, ne lui permet de poursuivre ce double dessein qu'en amadouant tantôt l'extrême droite, tantôt le centre-gauche. Dans le premier cas, des lois sécuritaires ou anti-immigration servent d'appât. Dans le second, une promesse de scrutin proportionnel, éventuellement de renoncement au dispositif, le 3e alinéa de l'article 49 ou 49.3, permettant de faire adopter des lois par le Parlement sans qu'elles soient votées par les députés, ce qui fut le cas pour la réforme des retraites. Chacune de ces 2 combinaisons permet de prolonger au pouvoir le bloc central, composé de partisans du président et de députés de droite, c'est-à-dire de 2 partis que les électeurs ont nettement désavoués en juin-juillet dernier. Les macronistes sont alors passés de 22,42% à 14,6% des suffrages exprimés, scrutin européen, puis de 246 à 168 députés, législatives. La droite, LR, de 8,48% à 7,25% dans le premier cas, de 60 à 46 députés dans le second. Après avoir longtemps réfléchi, M. Macron en est arrivé à une conclusion lumineuse. Il a d'abord nommé à Matignon M. Michel Barnier, LR, avant d'opter le 13 décembre pour M. Bayrou, président d'une formation, le MoDem, dont les 36 députés sur 577 appartiennent à la coalition présidentielle. Mais ces 2 partis ne sont pas rétifs aux bizarreries démocratiques, puisqu'ils partagent avec les socialistes la responsabilité d'avoir fait adopter par la voie parlementaire un traité constitutionnel européen presque identique à celui que les Français avaient largement rejeté par référendum en mai 2005. Acharnement et maladresse de M. Macron. En nommant le centriste et pro-européen François Bayrou à Matignon, le chef de l'État espère ressusciter ce type de coalition. Bourgeoise, diplômée, âgée, bonne cliente de la presse qui pourfend le populisme. L'ancien Premier ministre Alain Juppé en avait ainsi défini les contours en 2015, à un moment où les journalistes l'avaient désigné, à tort comme il se doit, grand favori de l'élection présidentielle suivante. Il faudra peut-être songer un jour à couper les 2 bouts de l'omelette pour que les gens raisonnables gouvernent ensemble et laissent de côté les 2 extrêmes, de droite comme de gauche, qui n'ont rien compris au monde. Cependant, comme depuis 10 ans le centre de l'omelette est devenu moins charnu et encore moins appétissant, les gens raisonnables peinent à y trouver de quoi nourrir une majorité parlementaire. D'où les votes de censure à répétition. Le 3 décembre, l'un d'eux a contraint le gouvernement Barnier à démissionner. Bien que le renversement d'un ministère par des parlementaires soit aussi démocratique que la République, M. Macron, que la moindre contrariété exaspère, a aussitôt prétendu que les députés avaient formé un front anti-républicain contre lui. Lorsqu'il a ensuite reçu à l'Élysée l'ensemble des responsables des partis, à l'exception de ceux du RN et de LFI,
Le chef de l'État s'est réjoui que la réunion ait permis de dégager une unanimité des forces politiques pour ne plus dépendre du Rassemblement national. Il avait peut-être oublié que quelques mois plus tôt, un de ses gouvernements avait fait voter une loi anti-immigration avec les voix du RN et qu'avant de choisir M. Barnier comme Premier ministre, il s'était lui-même assuré auprès de l'extrême droite que ce gouvernement ne serait pas aussitôt censuré. On le voit, le cordon sanitaire, l'arc républicain, change d'autant plus souvent de périmètre ou de forme que la maladresse politique de M. Macron lui impose de corriger sans cesse les effets répétés de ses manœuvres ratées. 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. Le RN doit l'anathème qui l'a frappé à son vote de la motion de censure présentée par la gauche et les écologistes du NFP. Il n'osera pas, croyait le bloc bourgeois. Il a osé, et le gouvernement Barnier est tombé. Cette coalition des contraires a au moins fourni l'occasion aux Français de mesurer en temps réel les dispositions au mensonge ou à la propagande du bloc central et des médias qui l'appuient. Car, de l'audiovisuel public de centre-gauche, France Inter, etc., aux chaînes du groupe Bolloré, CNews, Europe 1, etc., en passant par les journaux du groupe Dassault, la désolation mêlée de fureur fut unanime. Le vote de censure, lors duquel les extrêmes avaient mêlé leur voix impure, leur parut annoncer un désastre politique, financier et moral. Les médias et leurs favoris se demandèrent alors si la peur du chaos allait enfin épouvanter les Français, ou si plutôt leur insouciance ne trahissait pas, une fois encore, l'aveuglement d'un peuple querelleur, son incapacité à saisir l'art de la nuance des élites et à nouer les compromis auxquels parviennent si bien les tranquilles voisins suisses ou d'outre-Rhin. Un événement tout à fait banal résuma la terreur ambiante. M. Jean-Luc Mélenchon avait assisté à l'Assemblée nationale au vote de censure et écouté plusieurs parlementaires, dont Mme Marine Le Pen. BFM TV y consacra une scène entière, en mode thriller, dans un documentaire, pendant que CNews interrogeait en ces termes un ministre de droite dont le gouvernement venait d'être renversé. On est nombreux à avoir en tête cette image de Jean-Luc Mélenchon au-dessus de l'hémicycle et qui contemplait son œuvre. Comment vous analysez cette image ? Néron assistant à l'incendie de Rome. Les pompiers d'une démocratie apaisée devaient intervenir. Ils le firent. À gauche, ils sermonnèrent les socialistes, maillon faible de l'alliance du NFP. Sur France Inter, leur radio préférée, l'éditorialiste du Monde, Françoise Fressoz, leur expliqua, une fois de plus, que rester derrière LFI, c'est au fond trahir la démocratie. Mais elle concéda que s'en affranchir, c'est très compliqué. Il fallait toutefois, selon elle, que le PS fasse ce pas en s'alliant au centre. À droite, le Figaro Magazine du 6 décembre 2024 réserva ses admonestations au RN qui venait de le décevoir en censurant M. Barnier. Jamais un gouvernement n'avait pourtant traité avec autant d'égard le parti de Marine Le Pen, en acceptant plusieurs de ses demandes dans les projets de loi de finances pour 2025 ou en préparant un projet de loi sur l'immigration conforme à celui soutenu par les députés du RN au début de l'année. Hélas, soupirait Guillaume Roquette, l'auteur de l'article, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont choisi la politique du pire. Or, chacun avait été prévenu. Avec une scrupuleuse honnêteté garantie par son cursus de polytechnicienne, d'ingénieur des ponts, de préfète, de président de la RATP, de ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, de première ministre, la dirigeante macroniste Elisabeth Borne annonçait avant le vote « Si le budget sur la sécurité sociale était censuré, ça veut dire qu'au 1er janvier, votre carte vitale ne marche plus. Ça veut dire que les retraites ne sont plus versées. Ça veut dire au bout d'un moment que les fonctionnaires ne sont plus payés. Le 1er janvier, la carte vitale fonctionnera, les retraites seront versées. Et Mme Borne ne pourra pas attribuer son opération de désinformation à M. Elon Musk, à la Russie, à l'Iran ou à Al-Qaïda. Les taux d'intérêt et les risques d'une panique financière furent l'objet d'une autre campagne d'affolement. Entre juin dernier et le lendemain du vote de censure, l'écart des taux à 10 ans entre l'Allemagne et la France est passé de 0,45% à 0,76%, c'est-à-dire peu de choses. Cela n'a pas empêché l'hebdomadaire Le Point, dont le lectorat comprend nombre de rentiers conservateurs, de donner cette information apaisante sous le titre alarmiste « Forte houle sur les spreads » 12 décembre 2024. Pourtant, au moment où les commentateurs français attribuaient la légère baisse de l'euro au renversement du gouvernement Barnier, le Wall Street Journal, qui ne plaisante pas quand il s'agit d'argent, y voyait plutôt la conséquence des mesures protectionnistes qu'annonçait M. Donald Trump. Au-delà de leur rengaine sur la culture de l'affrontement, mauvaise, et l'esprit de compromis, bon, les partis du centre et leurs partisans poursuivent depuis plusieurs années le même objectif. Que les socialistes, et si possible les écologistes, affrontent les insoumis afin de pouvoir nouer des compromis avec les macronistes.
Un tel redécoupage de l'omelette électorale et parlementaire redistribuerait les cartes à gauche et provoquerait l'éclatement du NFP. La perspective d'une élection présidentielle périlleuse, où les divers partis qui le composent ont quasiment exclu de présenter un candidat commun, conduit déjà chacun d'eux à engager sa propre stratégie sans trop se soucier des préférences des autres. L'atlantisme comme ciment. Par conséquent, les lignes rouges du NFP virent à l'orange. M. Olivier Faure, secrétaire national du PS, qui en a rabattu sur ses exigences de l'été dernier, jure que son pragmatisme sera plus efficace que l'agitation impuissante de ses partenaires ou ex-partenaires des Insoumis. Nous, on veut des conquêtes maintenant, pas dans 2 ou 3 ans. Si on obtient 30% du programme, c'est déjà bien. Il y a des gens pour qui ça compte. Le Nouvel Obs, 12 décembre 2024. Ni l'abandon de la réforme des retraites, ni le rétablissement de l'impôt sur la fortune ne paraissent plus figurer dans son petit tiers d'exigences maintenues. D'où ce paradoxe. Ceux qui se rapprochent de M. Macron, parce qu'ils ne souhaitent pas la démission du président de la République, cheminent en compagnie de l'artisan du chaos, afin d'éviter le chaos. Quel autre projet pourrait les réunir ? La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, a fait un calcul éclairant. Si on additionne le socle commun, Ensemble pour la République, le MoDem, Horizon, la droite républicaine, l'IOT, un groupe de députés indépendants, et le PS, on arrive à 299 députés, soit une majorité. Son total écarte le PCF et les écologistes. Mais il ressemble à la coalition d'eurodéputés libéraux, centristes, socialistes qui, le 18 juillet dernier, ont réélu Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Au prétexte de faire barrage à l'extrême droite, les socialistes français coprésidés par M. Raphaël Glucksmann en faisaient partie. Pas les Insoumis, ni les Verts, le PCF n'a pas d'élu au Parlement européen. Or, cette question européenne pourrait peser très lourd dans les prochains mois. Elle a marqué la 4e République, gouvernée par une 3e force, droite libérale, démocrate chrétien, socialiste, qui excluait les deux bouts de l'omelette, communistes et gaullistes. L'atlantisme et la guerre froide accouchèrent de cette coalition mal aimée en 1947. M. Jean-Louis Bourlange, membre du MoDem et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, vient de s'en servir d'exemple pour dessiner un modèle gouvernemental certain de recomposer le paysage politique. Objectif : combattre la soumission à Poutine qui, selon lui, tenterait nombre d'États européens. Si nous basculons dans le camp de la complaisance à Vladimir Poutine et du refus de l'approfondissement européen, avertissait-il sur France Inter le 6 décembre dernier, c'est l'équilibre géopolitique du continent européen qui bascule. La variable essentielle, c'est les socialistes. Il faut qu'ils fassent le bon choix. Ils l'ont fait dans le passé. Ils ont été solidaires de l'Occident. Mais M. Bourlange s'inquiétait. Une partie d'entre eux a tendance aujourd'hui à basculer dans des choix de LFI. Or, si les socialistes tombent du mauvais côté, nous tomberons tous. En s'engageant chaque jour davantage dans le dossier ukrainien, M. Macron espère-t-il trouver le ciment d'une telle coalition avec les socialistes les plus atlantistes ? L'approfondissement de l'intégration communautaire exclurait certes le RN et LFI, mais les communistes ou certains écologistes ne seront probablement pas très tentés non plus de faire du réarmement européen et de l'envoi de soldats français en Ukraine leur grand dessein des années à venir. Il serait d'autant plus coûteux que les États-Unis veulent s'en dégager financièrement. Dépenser plus pour la défense signifie dépenser moins pour d'autres priorités, conclut déjà le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Lesquelles ? M. Mark Rutte cite les systèmes de retraite, de santé et de sécurité sociale. Dépenser moins pour la retraite, la santé et davantage pour l'armée ? Avant de s'inspirer des conseils avisés de M. Rutte, mieux vaudrait ne pas oublier que la première chute d'un gouvernement français depuis 62 ans vient d'être provoquée par le rejet d'un projet de budget de la sécurité sociale.